Bon, on va démarrer. Bonjour à tous. Merci aux téméraires. C'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que vous venez parce que vous avez compris ou est-ce que vous venez parce que le 5e arrondissement, c'est pratique, on peut boire des cafés? Je ne veux pas le savoir. Merci en tout cas. Alors, dans cette dernière séance, si j'ai bien compté, on est à la 4e, donc la dernière. Je vais commencer par vous résumer les épisodes précédents et on va appliquer les résultats qu'on a obtenus dans le cas de différents algorithmes de peeling, d'épluchage, pour avoir des résultats géométriques. Alors, revoyons un petit peu, pour ceux qui ont raté les saisons précédentes, ce qui s'est passé. Dans le premier chapitre, on a parlé des cartes planaires et on a surtout parlé de l'ensemble des quadrangulations à bord. Rappelez-vous de ma notation, QNL. N, c'est pour le nombre de faces internes, qui sont tous des quadrangles, et L, c'est pour le demi-périmètre, qui sera noté 2L. Donc QNL, c'est l'ensemble des quadrangulations avec un bord, comme ça. On avait calculé à l'aide de l'équation de Tott le nombre de quadrangulations à bord de périmètre et d'aire fixé. On avait vu ces jolis asymptotiques, notamment la fonction h qui intervenait ici, h qui a une forme très simple, qui est à peu près racine quand L est grand. Et grâce à ces asymptotiques, on avait introduit ce qu'on avait appelé la fonction de partition WL qui revenait à sommer le nombre de quadrangulations de périmètre fixé avec une aire non fixée, mais en pénalisant l'aire par le facteur exponentiel 12 puissance moins n, qui est exactement celui qui venait là, pour tuer le facteur exponentiel de telle façon à ce que cette série converge. Et en plus, je vous avais dit que ça se calculait explicitement, ce WL, c'est égal à notre fonction favorite, h, divisé par L cube, grosso modo. Donc c'est très explicite. À partir de là, je vous avais introduit une loi nu, qui est définie de la façon suivante. Nu de 1, c'est 8 douzièmes. Je l'écris 8 douzièmes parce que le 8, c'est celui-ci, et le 12, c'est celui-ci. Mais effectivement, 8 douzièmes, pour les plus perspicaces d'entre vous, vous aurez remarqué que ça fait 2 tiers. Et nu de un pas négatif, nu de moins k, c'est par définition ce truc-là. Et on avait remarqué, enfin, je vous avais dit que c'était un calcul qu'on pouvait admettre comme ça, et qui est peut-être miraculeux la première fois qu'on le voit, que cette loi-là est centrée. Et vous voyez que si vous regardez le truc là-bas, ça me fait penser qu'ici il y a un 8 puissance L, voyez qu'elle n'a pas de second moment et qu'elle est dans le domaine d'attraction d'une loi 3,5 stable spectralement négative parce qu'elle a une queue négative très très lourde, mais pas de queue positive. Voilà, à partir de ces quantités, on avait introduit la loi de Boltzmann, que je note PL. Donc la loi de Boltzmann, c'est sur toutes les quadrangulations à bord de taille 2L, où je prends une quadrangulation comme ça, avec un poids qui est proportionnel à 12 puissance moins le nombre de faces internes, moins son aire. Donc c'est exactement, par quoi il va falloir que je divise, c'est exactement cette fonction de partition-là. Donc ça, le périmètre est fixé, mais l'aire n'est pas fixée. Et on avait, donc ça c'est tout ce qu'on avait fait dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, on avait pris des limites de ces cartes-là, ou de ces lois-là. Donc on avait pris une limite quand L tendait vers l'infini, donc on prenait une carte avec un périmètre L, on faisait tendre L vers l'infini, donc on avait une carte du demi-plan. Donc ça c'est une loi sur les cartes du demi-plan. Ça ressemble à quoi? Vous vous rappelez, il y a un bord ici, et la carte s'étend sur tout le demi-plan où on n'a que des quadrangles. Voilà, donc c'était la quadrangulation infinie uniforme du demi-plan. Et on avait pris aussi une autre limite. Cette fois, quand on fixe le périmètre L, pardon à ceux qui ne voient pas, on fixe le périmètre L et on fait tendre le nombre de sommets de faces à l'intérieur vers l'infini. Donc je conditionne à ce que la taille soit n, l'aire soit n, le nombre de faces internes soit n. M, c'est ma carte sous-jacente. On ne le voit pas bien, c'est un M, ça. Voilà, et je conditionne donc la loi de Boltzmann. Ça, je l'avais appelé PLN, petit n. Voilà, je fais tendre n vers l'infini. Donc là, ça me conditionne un périmètre fini et avoir une aire infinie. Et donc ça, c'est un objet qui est une quadrangulation infinie avec une seule face de degré 2L, qui est la face externe. Et toutes les autres sont des quadrangles, et ça remplit le plan. Donc ça, c'est une quadrangulation infinie du plan. En tout cas, si on prend L égale 2, c'est une quadrangulation infinie du plan. Voilà.
donc en fait ça c'était le chapitre 3, mais bon. Le chapitre 2, on avait vu le peeling, donc le processus d'épluchage, notamment sous la loi de Boltzmann, PL, donc quand ma coangulation aléatoire est tirée selon la loi PL, et on avait vu que si E c'était une carte explorée, donc je vous rappelle une carte explorée c'est une sous-carte, on n'a que des quadrangles ici, et les régions en bleu c'est ce qu'on n'a pas exploré dans la carte. On a un algorithme, je vous rappelle ma notation, A de E, c'est la prochaine arête à éplucher. Et quand on a choisi la prochaine arête à éplucher, dans un trou où là c'est encore inconnu, eh bien on avait des transitions qu'on avait calculées explicitement. Alors je vous rappelle, si l'arête à éplucher est sur un trou de périmètre 2P, il y a deux transitions possibles, enfin deux types de transitions. L'événement C, où on découvre à l'intérieur une nouvelle face, donc un quadrangle forcément, et ça arrive avec proba 1/12e, qui est le poids de ce truc-là, fois ce rapport des fonctions de partition. Donc le P plus 1, c'est juste 2 facteurs de P plus 1 ici, hein, parce que je compte à chaque fois les demi-périmètres. Et il y avait les événements de type G, K1, K2, qui consistaient à, quand on révèle cette arête, quand on épluche cette arête, eh bien en fait on la colle à une autre arête incidente sur le même trou, ça s'appelait des trous de la carte explorée. Hop, on les colle. Ce faisant, on sépare le trou qui était en bleu ici en deux trous, donc de périmètre 2K1, 2K2, donc on doit avoir la relation de consistance K1 plus K2 plus 1 doit être le périmètre originel. Et cet événement-là arrive avec cette probale-là. Okay, donc une fois qu'on avait vu ça, on avait après dit que cette mesure nue, c'était en fait des limites de ces probas de transition quand on fixait quand le périmètre du trou tendait vers l'infini. Voilà. Alors après, on avait regardé les probas de transition du peeling sous P infini, où cette fois la carte est une carte du demi-plan. Donc pareil, il peut y avoir plusieurs trous, mais un seul trou est infini. C'est le trou qui comporte le reste de la carte. Et là, tous les trous ici comportent des cartes finies. Donc si l'arête à éplucher se place sur un trou de périmètre fini, ce sont les mêmes transitions que dans ce cas-là. Et si l'arête à éplucher est sur le trou de longueur infinie, bien dans ce cas, il y a toujours les deux événements. L'événement de type C, je découvre un quadrangle. Ça arrive avec proba nu de 1, qui est juste la limite de ce truc-là quand P est grand, qui est 2/3. Et sinon, il y a les événements similaires à G, K1, K2, sauf que K1 et K2 ne peuvent pas être tous les deux finis. Il y en a un qui est infini, l'autre qui est fini. Alors, je vous ai montré l'événement G infini K, où le trou qui va être infini se trouve à gauche, pour ça que l'infini est à gauche. Et donc là, qu'est-ce qui se passe quand on épluche cette arête-là? Ah, c'est cool. Est-ce que ça marche si je mets du blanc aussi? Non. Donc quand on épluche cette arête-là, on laisse sur la droite un nouveau trou de taille 2K, et ça arrive avec proba 1/2 de nu de moins K moins 1. C'est juste en fait la limite de ce truc-là. Vous voyez pourquoi il y a le 1/2? Parce qu'ici on a mis un 2, c'est pour ça qu'il faut tuer ce 1/2. Et pourquoi on avait décidé de dire que ça c'est moins K moins 1? Parce qu'en fait, quand on fait cet événement, et pourquoi on a décidé que ça faisait 1? Parce qu'en fait, quand on fait cet événement-là, si on regarde le périmètre, ça ne veut rien dire, mais le périmètre du trou infini, là il augmente de 3, parce qu'on soustrait 1 et on ajoute, il augmente de 2, pardon. On soustrait 1 et on ajoute 3. Donc il augmente de 2, donc ça veut dire que son demi-périmètre augmente de 1. C'est pour ça qu'on a un 1 ici. Et là, pareil, le demi-périmètre du trou infini, eh bien, en tout cas en variation algébrique, il décroît de moins 2K ici, parce que c'est la petite bulle qu'on a laissée sur la droite, moins les deux arêtes ici qu'on a identifiées. Donc moins 2K moins 2, donc ça fait le demi-périmètre décroît de moins K moins 1. C'est pour ça qu'on avait dit ça. Et pourquoi on a mis le 1/2? Parce qu'il y a aussi l'événement symétrique où on n'a pas G infini K, mais G K infini qui fait décroître le périmètre de moins K moins 1. Voilà. Et enfin, sous la mesure PL infini de la carte du plan, on avait dit cette fois-ci que les probas de transition dépendent de là où on va choisir l'arête. Pourquoi? Parce que si ça c'est la carte explorée à l'étape N,
Alors pourquoi j'avais mis un étoile? Parce que souvenez-vous, dans ce modèle-là, quand on explore, il y a toujours un trou qui est distingué par rapport aux autres. C'est le trou qui va contenir la partie infinie de la carte. Et dans mes notations, je crois que je l'avais mis en pointillé, ce trou. J'avais indiqué en pointillé. Et donc, pareil, si la prochaine arête à éplucher se trouve sur un trou standard, eh bien, c'est les mêmes transitions que dans le cas Boltzmann, le tableau du milieu. Et si l'arête à éplucher se trouve sur ce trou distingué, eh bien, il y a les deux événements classiques, l'événement C, qui lui arrive avec proba ça. Donc, c'est plus nu de 1, mais c'est nu de 1 fois le rapport de ces deux H. Et l'événement qui correspond à ce GK1, K2, je le note G étoile K. Pourquoi étoile? Ça veut dire que le prochain trou distingué, ici, se trouve sur la gauche. Je sépare mon trou ici en deux trous, un qui ne sera pas distingué, un qui sera distingué. Et bien voilà, cet événement-là arrive avec cette proba-là, donc qui est juste, vous voyez, la même proba que dans le cas infini, sauf qu'il y a le rapport des deux H qui intervient. OK? Des questions là-dessus? On avait également vu les explorations farcies. C'était quoi les explorations farcies? Eh bien, dans le cas de la carte du demi-plan, ça consistait à remplir tous les trous qui sont finis. Et ça, j'avais noté ça E bar. Tous les trous qui sont finis, je les remplis avec ce qu'ils doivent contenir, donc le cas échéant ici des cartes Boltzmann indépendantes du bon périmètre. Et de même, ici, l'exploration farcie, ça consiste à remplir tous les trous qui ne sont pas distingués par ce qu'il faut, c'est-à-dire des cartes Boltzmann indépendantes du bon périmètre. Donc ça, c'était ce que j'avais noté. Ça sont les explorations farcies. Field-in exploration en anglais. OK. Et on avait terminé la dernière fois en disant qu'on avait un lemme qui s'appuyait sur la limite d'échelle du processus des périmètres des explorations farcies sous P infini, vous vous rappelez. Donc le lemme qu'on avait démontré la dernière fois, je vous le rappelle parce qu'on va l'utiliser. Sous P infini L, pour n'importe quel algorithme de peeling A, eh bien, la suite des explorations farcies est telle que vous découvrez toute la carte. Et ce n'était pas évident parce qu'il se peut que vous ne découvriez pas toute la carte, vous ayez un certain algorithme de peeling qui va faire des épluchages dans un coin de la carte et peut-être qu'ici vous n'allez jamais explorer. Bien. Mais ce n'est pas le cas et ce n'était pas trivial parce que pour prouver ce lemme, je ne l'avais pas fait dans les détails, mais en fait on a besoin d'appliquer le lemme de Jelin et de connaître la limite d'échelle. Donc ça utilisait la limite d'échelle des périmètres des explorations farcies sous notre loi favorite. Et en fait, ce qu'on avait dit, c'était qu'il fallait remettre à l'échelle par n puissance 2 tiers. Et donc, si on voyait ça comme un processus remis à l'échelle en temps par n et en espace, en temps par n et en espace par n puissance 2 tiers, eh bien, ce mec-là convergeait en loi vers un processus que je ne vous avais pas trop décrit, qui était le, je ne sais plus comment je l'avais appelé, S, je l'avais appelé comment? Bon, c'était le Lévy conditionné à rester positif, stable 3,5. Le Lévy qu'avec des sauts négatifs. Bref, c'est un processus que l'on connaît bien. Et ça utilisait ça comme ingrédient pour montrer ça. OK.
Eh bien, je vais vous montrer une application de ce lemme à la géométrie des cartes, donc théorème. Donc, sous cette forme, c'est c'est une application triviale d'un théorème de Benjamini et Schramm de 2001, mais ils ne l'ont pas prouvé comme ça. Donc, alors je vais prendre P1 infini. Donc P1 infini, c'est une carte infinie avec que des quadrangles et, la face externe de périmètre 2. Vous vous souvenez que quand j'ai une face externe de périmètre 2, je peux très bien voir ça comme une arête. Donc j'aimais bien voir une carte aléatoire tirée selon cette loi comme une quadrangulation du plan. En fait. Donc ça, c'est l'UIPQ pour Uniform Infinite Planar Quadrangulation. Donc sous cette loi, la carte duale M star, la carte duale, M dagger, est presque sûrement récurrente. Vous n'avez pas écrit M star, vous avez écrit M plus. Star ou plus? Ah non, non, dagger. Comment... C'est un signe de croix. C'est un signe de croix. La carte duale est presque sûrement récurrente. OK. Alors, comment on va prouver ça? Eh bien, on va utiliser un algorithme de peeling qui va éplucher la carte le long de la marche aléatoire. Donc, l'idée principale, c'est éplucher le long de la marche. OK. Alors, pour être plus formel, je vais déjà vous définir ce que c'est proprement ce que j'ai dans l'idée pour la marche aléatoire. Alors, vous avez votre quadrangulation. Je ne sais pas moi, un truc comme ça, ça continue. Allez, voilà, c'est bien. Et ça continue. Vous avez votre arête racine. Donc, formellement, sous cette loi-là, à droite de l'arête racine, j'ai une phase de degré 2, mais je la contracte pour que ce soit l'arête racine. Et donc, la carte duale, rappelez-vous, c'est juste, vous mettez un point dans chaque face, et vous reliez les faces par les arêtes duales. Hein? Ouais, bon, je vais faire des lignes. OK? Etc. Etc. Donc la marche aléatoire sur cette carte, donc ça c'est M, signe de croix. La marche aléatoire sur cet objet, ça va juste être le processus que vous connaissez très bien, qui va démarrer de l'origine de la carte duale. Donc l'origine de la carte duale, c'est juste la face racine, donc la face à droite de l'arête racine, et qui, à chaque pas, choisit un des voisins uniformément au hasard. Ce n'est pas tout à fait un des voisins uniformément au hasard parce que imaginez que votre marche aléatoire est ici. Elle ne va pas choisir un des voisins uniformément au hasard. En fait, elle va choisir une des demi-arêtes qui part de ce sommet uniformément au hasard et elle va marcher le long de ces demi-arêtes. Donc ici, quand vous êtes sur ce point-là, si vous voyez une boucle comme ça et vous voyez deux arrêts comme ci, en fait, vous avez, vu de cette ville-là, vous avez 4 chemins qui partent. Juste une question à prendre. Comment fait-elle pour avoir le chimiotactisme qui lui permet de prévoir les points autour d'elle? C'est-à-dire, quand on est en un point, comment on sait que dans le futur, il y en aura 4, par exemple, au centre, là, qui sont connectés? Pour l'instant, tout est déterministe. Je vous donne toute la carte, là. Là, vous avez toute l'information. Ah, vous avez au départ tout. Pour l'instant, tout est déterministe. Hein. Donc, une fois qu'on est dans ce point-là, on choisit une des 4 demi-arêtes qui partent et on la suit
jusqu'au bout. Donc ça veut dire que si on a une boucle, en fait, il y a une probabilité 1,5 pour que l'on reste sur place. Ok, donc ça c'est mon processus de marche aléatoire et c'est beaucoup plus pratique pour moi au lieu de vous donner les sommets visités par cette marche aléatoire, de vous donner les arêtes visitées par cette marche aléatoire. Donc je vais noter E0, E1, E2, etc. Les arêtes orientées du dual visitées par la marche aléatoire. Donc un exemple, ici j'ai E1, après peut-être E2, après peut-être que E3 c'est E2 en sens inverse, E4, E5, E6, E7, E8, etc. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire par ça? Est-ce que vous passez au cas général ou à partir du centre? Je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite. Je vais essayer d'avancer. On peut en discuter après si vous voulez, pas de souci, mais j'essaye d'avancer le plus rapidement possible. Merci. OK. Et alors maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais imaginer que ma carte sous-jacente M est aléatoire et je vais utiliser la marche aléatoire pour faire le peeling de ma marche. Alors plus précisément, comment je vais m'y prendre? Alors rappelez-vous, quand j'ai une carte explorée, une sous-carte de ma carte sous-jacente, j'avais une notation E0 qui était en fait le dual de cette carte explorée. Vous vous souvenez, quand j'ai une carte explorée, c'est quoi une carte explorée? Je vais refaire rapidement. Alors si mon E0 est en rouge, si mon E0 c'est un truc comme ça par exemple, hop. Eh bien, la carte explorée, c'est juste obtenue en partant de la carte initiale et en coupant toutes les arêtes duales qui ne sont pas traversées par une arête rouge. Donc, la carte à trou correspondante, le E, ça devient un trou, et ça devient un trou. D'accord? Eh bien, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais définir un peeling de ma carte sous-jacente en disant que, eh bien, En0, donc les arêtes duales de la carte explorée à l'instant M, c'est donné par l'ensemble de toutes les arêtes non orientées, donc je ne mets pas de flèche, de la marche entre les instants 1 et N. D'accord? Donc si vous vous souvenez du chapitre 1, le chapitre 1, il vous disait que pour avoir une sous-carte de ma carte sous-jacente, il suffit de se donner un ensemble rouge. Un ensemble rouge, c'est un ensemble d'arêtes dans le dual qui contient la face racine et qui était connexe. D'accord? Évidemment, une trace de marche aléatoire, ça va contenir la face racine et ça va être connexe. Donc je peux très bien considérer la carte à trous sous-jacente associée. Avec le théorème des 4 couleurs, est-ce qu'il y a une extension à toutes les dimensions dans le théorème des 4 couleurs? Aucune idée. Alors, peut-être. Alors, je reviens à mes moutons. Je vais avoir du mal. Alors, j'en étais où? 4 couleurs. La marche aléatoire, En0. Je vais faire un exemple. Là, vous pourriez me dire déjà, vous êtes en train de tricher parce qu'il se peut que, si je passe de n à n plus 1, il se peut que cet ensemble-là ne grossisse pas. Parce que si la marche, par exemple, revient sur ses pas, elle a déjà visité une arête qu'elle a vue avant. Donc cet ensemble ne grossit pas. Donc en passant de en à en plus 1, en fait, je ne grossis pas. Je vais passer ça sous le tapis. Je vais imaginer que, bon, pour aujourd'hui, j'ai le droit de stabiliser en pendant quelques temps et après que en grossit. Bon, si ça vous dérange, on peut en discuter en même temps que les 4 couleurs. Donc je fais un exemple. Hop, 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 hop,
1, 2, 3, 4, voilà, et puis comme ça. Hop. Donc vous démarrez, vous avez votre face racine ici, votre marche aléatoire. Donc à l'étape 0, E0, c'est juste la seule info dont vous avez besoin au tout début, c'est la sous-carte de ma carte sous-jacente formée de cette face. Très bien. Si je vous dis ça, maintenant vous avez 4 chemins pour la marche aléatoire, et imaginez que la marche aléatoire veut emprunter ce chemin-là. D'accord? Eh bien, ce que je vais faire, c'est, d'accord, je veux permettre à la marche d'emprunter ce chemin, ça veut dire qu'il faut que je découvre où est-ce qu'elle va atterrir. Et donc, je vais lancer un path peeling pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté de cette arête. D'accord? Donc, ici, en l'occurrence, si elle emprunte cette arête, elle arrive ici. Donc, rappelez-vous, ça veut dire que ma carte explorée, elle ressemble à ça. En effet, si vous prenez juste ces 2 points rouges et que vous coupez toutes les arêtes blanches qui ne sont pas croisées par des arêtes rouges, vous obtenez cette sous-carte-là. D'accord? Donc ça, c'était E1. Maintenant, imaginez, je ne sais pas quoi, que la carte revient sur ses pas, et en E0, il n'y a pas besoin de découvrir de nouvelles arêtes à éplucher. Peut-être qu'après, elle décide d'aller ici. Donc, là, on va dire que E2, ce sera la sous-carte, là. D'accord? Maintenant, imaginez que, je ne sais pas moi, la carte revienne encore sur ses pas, revienne ici et décide cette fois-ci de faire le tour ici. Quelle sera la nouvelle carte associée? Eh bien, cette fois-ci, donc je vais la noter E3. La nouvelle carte associée, ce sera un truc du genre là. Donc ça veut dire que, en fait, si la carte était partie de ce côté-là, ça veut dire que sur cette sous-carte E2, vous avez essayé d'éplucher l'arête, alors que je ne me trompe pas, vous avez épluché l'arête là, et vous vous êtes rendu compte que cette arête, il fallait la coller avec celle qui est immédiatement sur sa droite, donnant naissance à un événement G0, je ne sais pas combien, et vous produisant cette carte-là. D'accord? Bien. Excusez-moi, vous êtes au courant des récents travaux de John Fortnax, on parle de l'année, à propos des cartes, justement, des cartes... Sécurité. Je ne pourrais pas, il faut que j'avance, j'ai que 2 heures, je suis vraiment désolé. Oui. On pourra voir à la fin, mais je vous en supplie, j'aimerais avancer. Où j'en étais? D'accord. Alors, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a vu les semaines précédentes, parce que les semaines précédentes, on avait besoin d'un algorithme pour nous dire quelle était la prochaine arête à éplucher. Vous vous souvenez? On avait notre sous-carte EN, et pour passer à EN plus 1, il fallait éplucher l'arête A de EN avec mes notations. Et l'algorithme A, c'était une fonction qui a une carte avec des trous associés, une arête, sur ce que j'appelais la frontière active. Mais ici, ça n'a pas l'air d'être une fonction déterministe, cet algorithme A, parce que pour savoir quelle arête il faut que j'épluche, c'est dicté par une marche aléatoire. D'accord? Vous avez vu ici, pour savoir qu'à cette étape-là, j'allais éplucher cette arête ici. Pourquoi? Parce que c'était la marche aléatoire qui était ici, qui voulait partir selon cette arête-là. Donc c'est un processus aléatoire lui-même qui me dit quelles sont les arêtes qu'il faut que j'épluche les unes après les autres. Alors, est-ce que tout ce que j'ai fait jusque maintenant s'effondre? Bien, en fait, pas vraiment. Ça pourrait, mais pas dans ce cas-là. Parce que on va imaginer que l'algorithme A, donc, il dépend ici de EN, avant. Alors, je vais dire avant, A de EN,
c'était juste une arête dans la frontière active de En. Mais imaginez que cet algorithme dépende non seulement de la carte que vous avez explorée jusqu'à l'instant n, mais d'une source d'aléas supplémentaire que je vais noter oméga. D'accord? Donc si vous préférez, je peux très bien dire que mon algorithme lui-même dépend de oméga. Je peux noter A oméga de En. Ce qui est clair, c'est que si je vous donne oméga, vous avez votre algorithme et vous êtes dans le contexte de la semaine dernière et de la semaine d'avant, c'est-à-dire que vous avez un algorithme tout à fait déterministe qui dépend que de En. D'accord? Maintenant, je prétends qu'il y a une façon d'encoder tout l'aléa de la marche aléatoire dans un seul oméga, de telle façon à ce que l'algorithme que je viens de vous présenter puisse s'écrire de cette forme-là. En effet, comment vous pouvez encoder une marche aléatoire sur le dual d'une carte, ne connaissant même pas la carte? Mais je prétends que si je vous donne oméga, c'est une suite de 1, 2, 3, 4. Une suite de 1, 2, 3 ou 4. 1, 2, 3 ou 4. D'accord? Maintenant, je prétends que grâce à cette suite, vous pouvez définir une marche aléatoire. Comment vous faites? Alors, je vous fais que pour les deux premiers pas, vous allez voir que c'est trivial après. Ça, c'est votre face racine. Vous êtes ici. Votre face racine, vous avez l'arête racine, donc vous savez donner une orientation aux demi-arêtes qui partent. Eh bien, appelez-les 1, 2, 3 et 4 en partant de l'arête racine dans cet ordre-là. Maintenant, regardez votre petit oméga. Donc, votre petit oméga, c'est une suite de de 1, 2, 3 ou 4. Si vous tombez sur 1, eh bien vous dites, OK, vous allez avancer selon la première arête. Donc ça veut dire que votre algorithme de peeling, il va vouloir éplucher cette première arête. Bon, d'accord, très bien, vous arrivez ici. Vous arrivez ici, donc vous êtes dans une nouvelle face. Vous êtes dans une nouvelle face et vous savez que vous provenez de cette arête. Eh bien, vous avez qu'à dire, cette arête, je vais les arêtes ici, je vais les numéroter 1, 2, 3 et 4, de telle façon, 1, 2, 3 et 4, de telle façon à ce que le 4, dans le sens des aiguilles d'une montre, oui, de telle façon à ce que le 4 corresponde à l'arête dont vous provenez. D'accord? Maintenant, vous regardez le numéro que vous avez là, 4, vous revenez sur vos pas. Vous êtes ici, vous regardez le nouveau chiffre, 3, vous pouvez prendre cette arête-là. OK, prochain pas de peeling, c'est ici. Pardon? Quand tu arrives à là où tu étais déjà, tu renumérotes pas 1, 2, 3, 4 autrement? Non, 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 je les suis dans l'ordre là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Non, mais quand tu reviens, le 4 ne devient pas le 1. Ah si, tu as tout à fait raison. Oui, pardon. Il y en a un qui suit, au moins, au minimum. 1, 2, 3, 4. Oui, tout à fait, donc du coup, ça me fait changer. Hop. Donc la prochaine arête, c'est celle-ci. Voilà. Donc vous voyez que là, ce que je viens de faire par le truchement de ce truc que je ne veux pas expliquer en détail, je viens de vous découpler complètement l'aléa de la carte qui est donné par les pas de peeling et l'aléa de la marche aléatoire qui est juste encodé dans une suite oméga. Donc une fois que je vous donne une suite oméga, vous avez un algorithme de peeling que je ne veux pas vous décrire dans les détails, mais qu'on vient de faire marcher sur les deux premiers pas, qui lui est déterministe à oméga fixé. Et ce que je prétends, c'est que si... Ce que je prétends, et c'est un exercice facile... Ah, d'ailleurs, qui veut valider au fait? Alors vous avez besoin de valider. Qui a besoin de valider aussi ça? Donc vous, pour Fabre mon plaisir, le petit mémoire, c'est justement expliciter cet encodage. En quoi, ce que je suis en train de raconter, c'est vraiment un algorithme de peeling déterministe une fois que j'ai mis l'aléa de la carte, le oméga, de côté. Donc ce que je dis, c'est que si vous notez, je ne sais pas moi, unif, donc unif, c'est la loi uniforme, donc c'est des IID
sur 1, 2, 3, 4 à la puissance n. D'accord? Donc vous faites des tirages 1, 2, 3 ou 4 uniformément au hasard et indépendant, ça vous donne ce nombre. Eh bien, si vous faites unif de d oméga et que après vous tirez votre carte P infini dm, donc sous cette loi-là, que vous produisez la suite de peeling d'épluchage de M avec algo A oméga. Ce que je prétends, c'est que cette suite-là est exactement ce que je voulais là-bas, aux répétitions près, hein, il faut enlever les répétitions, c'est-à-dire que j'épluche la carte le long de la marche aléatoire. Vous avez vu là, j'épluche la carte le long de la marche aléatoire. Mais maintenant, quelle est la loi de En? Vous savez que si l'algorithme A est fixe, déterministe fixe, la loi, c'est la chaîne de Markov, machin, 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 que je vous ai rappelé au tout début. Mais là, ils sont indépendants les deux. Parce que j'ai complètement découplé le oméga de la carte. Donc c'est comme si vous tiriez un paramètre. Une fois que le paramètre est fixe, votre algorithme est déterministe, il a la loi que vous connaissez. Donc si vous refaites la moyenne suivant tous les oméga, il va garder la même loi qu'au départ. Pourquoi? Parce que ce oméga est indépendant de la carte. Donc c'est comme si d'abord vous choisissez avec un oméga l'algorithme. Une fois que c'est fait, vous pouvez considérer l'algorithme comme déterministe et vous faites le pinning avec cet algorithme. D'accord? Donc la loi de En, c'est bien la loi que l'on connaît, la loi d'un pinning sous P1 infini. Bien, donc tout ça, c'est pas du flan, j'ai bien le droit de faire le peeling sous P infini le long de la marche aléatoire. OK. Maintenant, ce que je vais considérer, c'est l'exploration farcie. Donc, je considère l'exploration farcie associée. Associée à ce truc-là. En gros, qu'est-ce que ça fait? J'ai ma carte qui est ici sous-jacente. Je fais ma marche aléatoire. Ma marche aléatoire, des fois, elle revient sur ses pas, elle fait des trucs. Hop. Grosso modo, jusqu'à l'instant n. Disons, elle est ici à l'instant n. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Eh bien, j'ai découvert toutes les faces par lesquelles ma marche aléatoire est passée. Donc, toutes les faces qui ont été visitées par ma marche aléatoire ont été découvertes. D'accord? Mais les faces qui n'ont pas été visitées par la marche aléatoire ne sont pas découvertes. Je ne sais pas, je vais faire des trous comme ça. Hop. Tout ce qui est en blanc, là, tout ça, c'est des faces qui ont été découvertes. Mais il y a des faces qui ne sont pas découvertes, donc ça fait des trous. D'accord? Donc, je ne sais pas, il y a encore un trou ici. OK? Ça s'appelle le range, ou je ne sais pas comment on dit en français, la trace de la marche aléatoire jusqu'à l'étape n. Je regarde toutes les faces qui ont été visitées. Bien. Et vous savez, on est dans une carte infinie, donc il y a un de ces trous qui est infini, disons que c'est le trou externe de la face que j'ai mise à l'extérieur ici. Donc l'exploration farcie, qu'est-ce que ça consiste à faire? Ça consiste à remplir ces trous qui sont finis. D'accord? Donc quelle est la carte que j'ai découverte? La carte que j'ai découverte, c'est en fait, vous prenez la trace de la marche aléatoire jusqu'au temps n, vous regardez toutes les faces que ça a visitées, ça vous entoure des trous, mais tous les trous qui sont finis, vous les découvrez aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle le hull
de la marche aléatoire jusqu'à l'étape n. C'est le hull de la marche aléatoire jusqu'à l'étape n, c'est-à-dire, je refais un dessin, mais je fais un dessin plus simple pour que vous compreniez ce que c'est. Oups. Hop. Je fais un truc simple. Voilà. Disons que ça n'a pas été découvert. Ça n'a pas été découvert. Voilà. Tout le reste, là, ça a été découvert. Tout comme ça. OK. Ça, ce sont des trous finis. Vous les remplissez. Et il y a un seul trou qui est infini, qui est celui externe. D'accord? Donc, avec cette interprétation, En, c'est le hull de... allez. C'est un petit peu faux. C'est un petit peu faux, E1, En. Je veux dire, E1, En, c'est un petit peu faux. Pourquoi? Parce que c'est toujours pareil. Il se peut que En, si elle revient sur ces pages, je ne lance pas de path peeling. Bon. C'est pas vraiment N, c'est à peu près N. On s'en fiche. De toute façon, je vais faire attendre N. Pardon? Enveloppe. Ah, pardon, merci. Sinon, je vais me faire traduire. L'enveloppe de machin. Très bien. OK. Et bien maintenant, on est presque arrivé. Pourquoi? Parce qu'on utilise le lemme que j'ai consciencieusement effacé. Qu'est-ce qui nous dit le lemme que j'ai consciencieusement effacé? Eh bien, il va nous dire que, d'après le lemme, vous savez que l'union des En, ça fait toute la carte. Le lemme vous dit que l'union des enveloppes de la trace de la marche jusqu'au temps n, ça fait toute la carte. Réfléchissons un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire sur la signification géométrique de la marche sur la trace rouge? Qu'est-ce que ça veut dire si, quand je fais tendre n vers l'infini, le truc rouge, son enveloppe, fait toute la carte? Par exemple, est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que je peux avoir, donc ça c'est ma carte sous-jacente, est-ce que je pourrais avoir une marche, pas mal, est-ce que je pourrais avoir une marche qui fait ça, et qui s'en va vers l'infini par ici? Non. Pourquoi? Parce que son enveloppe serait seulement une sous-partie de la carte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et ça veut dire que votre marche aléatoire, vous ne savez pas si elle part à l'infini pour l'instant, c'est ce que vous voulez montrer, vous voulez montrer qu'elle ne part pas à l'infini, qu'elle est récurrente, mais en tout cas, tout ce que vous savez qu'il y a un moment où ce point-là, ce petit quadrangle ici, il va être dans le hull, dans l'enveloppe, pardon, de votre trace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre marche, il y a bien un jour où elle a fait le tour de ce petit point-là, elle l'a encerclé. Vous ne savez pas si elle l'a visité, parce que j'ai pris l'enveloppe, mais vous savez qu'elle l'a encerclé. D'accord? En particulier, c'est clair ou pas? Si je vous dis que l'enveloppe, l'union de toutes les enveloppes fait toute la carte, ça veut bien impliquer ce petit phénomène géométrique. En particulier, si vous prenez deux points dans votre carte, X et Y, deux points, c'est-à-dire deux points dans votre carte duale, c'est-à-dire deux faces, et si vous faites démarrer une marche aléatoire démarrant de X, eh bien vous savez que le hull de cette marche va contenir Y à un certain moment. C'est exactement ce que je viens de dire, juste en mettant un X ici et un Y là-bas. Donc, si vous démarrez une deuxième marche aléatoire en bleu, une deuxième marche aléatoire de Y, disons indépendante, vous savez que ces deux marches aléatoires vont se croiser au niveau des traces. Ça, c'est juste la planarité. D'accord?
Donc ça, ce petit lemme géométrique, ça vous dit que, presque sûrement, M a la propriété d'intersection. Qu'est-ce que c'est la propriété d'intersection? C'est ce que je viens de décrire géométriquement, je vais l'écrire proprement. A la propriété d'intersection. Idest. Qu'est-ce que c'est que cette propriété d'intersection? Alors pour ceux qui sont venus à mon truc et astuce il y a 4 semaines ou 5 semaines, vous devriez savoir ce que c'est, mais voilà ce que c'est. Donc la propriété d'intersection, donc un graphe G, un graphe, a la propriété d'intersection si, pour tout sommet de votre graphe, les traces de deux marches aléatoires simples démarrées de x et y, deux marches aléatoires simples indépendantes démarrées de x et y, s'intersectent. En fait, s'intersectent infiniment souvent avec proba 1. Donc la propriété d'intersection, c'est vous prenez un graphe, vous prenez deux points, vous tirez deux marches aléatoires, alors les traces de ces deux marches vont intersecter. On vient de démontrer, grâce à notre petit lemme et à ce truc géométrique, que presque sûrement, notre carte M, pas M, mais M dual, j'y arriverai pas, M dual a la propriété d'intersection. Et bien maintenant, c'est connu, c'est pas facile, mais c'est vrai, et c'est pas évident. Et je vous invite à y réfléchir si vous n'avez jamais vu ça. Mais si vous voulez théorème, si G est planaire, et à un degré borné, ça veut dire que les degrés de ces sommets sont bornés par une constante. Donc ici, c'est 4, parce que le dual d'une quadrangulation, c'est un graphe quadrivalent, chaque sommet à degré 4. Donc si G est planaire, un graphe planaire et à degré borné, alors G récurrent, c'est équivalent à G à la propriété d'intersection. Il y a un sens qui est facile. Si vous êtes récurrent, vous savez que vous allez avoir la propriété d'intersection, parce que si vous démarrez deux marches, vous savez qu'elles vont visiter n'importe quel sommet. Donc, en particulier, les traces vont se croiser. C'est l'autre sens qui n'est pas bidon. Et l'autre sens, bon, je ne vous le décris pas, mais il faut combiner deux théorèmes. Il faut combiner un théorème qu'on a fait avec Itai Benjamini et Georgiakopoulos, et un théorème bien connu de Benjamin-Ishram, mais pas celui de 2001, celui de 1996. Bref, je vous laisse y réfléchir, c'est vraiment pas évident. Ok. C'est faux si G n'est pas planaire, et c'est faux si G n'a pas de degré borné. Voilà. Donc c'était juste pour vous donner une application de ce petit lemme à un truc géométrique qui vous implique que le dual de l'UIPQ est récurrent. Question naturelle, c'est est-ce que la carte elle-même, pas son dual, est récurrent? C'est vrai aussi, et c'est un théorème qui est, cette fois-ci, il faut faire vraiment la preuve de type Benjamin-Ishram avec les circle packing et tout ça. C'est un théorème qui est dû à, comment il s'appelle, Origo Elgourevitch et Asaf Narmias, mais je ne vais pas du tout le faire ici parce que ça n'utilise pas de pinning, donc c'est pas dans le sujet. Ok. Des questions? Le mot que vous écrivez là, c'est donner, après le petit renversé. Démarrer. Démarrer. Ok. S'il n'y a pas de... Oui? Quelle était la preuve originale? Eh bien, la preuve originale, c'était circle packing. Ça passait par le circle packing. Ça, c'est écrit nulle part, à part dans mes lecture notes. Hein, donc, Mais en un sens, c'est tricher. Pourquoi je triche? Parce que
On part de là, on applique le théorème que j'ai démontré avec Itaï et Agelos, et une fois qu'on est là, pour montrer ça, ça utilise du circle packing, ou ça utilise un truc genre circle packing. Donc, oui, il y a quand même un peu de structure conforme quelque part. Mais voilà, c'était pour vous montrer. Ce qui est pas mal, c'est que ça, c'est que c'est très robuste, et donc... pour plein d'autres modèles de cartes où on ne sait pas encore si c'est récurrent, on sait au moins qu'il y a la propriété d'intersection. Donc si tu connais, on sait par exemple que c'est Liouville gratuitement, grâce à ce petit lemme qui lui est très général. Donc bien que ça ne marche pas pour l'UIPQ elle-même, ça ne marche pas pour reprouver Benjamin Ishram, mais c'est beaucoup plus résistant aux petites perturbations que la preuve de Benjamin Ishram ou les trucs à base de circle packing. Voilà. OK ? Eh bien, on efface tout et on passe à un autre chapitre où cette fois-ci, on va étudier la percolation, le modèle de percolation indépendante sur l'UIPQ. Donc, percolation sur l'UIHPQ. Alors, qu'est-ce que je veux dire par percolation? Qu'est-ce que je veux dire par UIHPQ? UIHPQ, ça veut juste dire qu'on se place sous P infini. Alors, je vous rappelle, P infini, la carte sous-jacente, que je note M, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à une quadrangulation du demi-plan, où j'ai peut-être des petits trucs qui pendent de ma frontière, mais ici, à l'intérieur, j'ai que des quadrangles, et j'en ai beaucoup, j'en ai une infinité, et ça pave le demi-plan. Et souvenez-vous, j'ai une arête racine. Bien. Je vais considérer le modèle de percolation là-dessus, et plus précisément le modèle de percolation par face. Percolation par face. Qu'est-ce que je veux dire par percolation par face? Ça veut dire que vous vous donnez un paramètre P entre 0 et 1 et vous allez colorier chaque face de votre carte indépendamment blanc ou noir. Disons que le blanc est le noir et le noir est le blanc. On va dire ça c'est noir, d'accord? Tout le monde est d'accord avec cette convention? Et ça, c'est blanc. Donc, je colorie noir avec probabilité P et blanc avec probabilité 1 moins P, indépendamment pour chacune des faces. D'accord? Voilà. Je ne sais pas, moi, un truc comme ça. OK? Et ce que je vais faire, c'est, je vais faire ce qu'on fait tout le temps en percolation, c'est je vais me demander s'il y a un cluster infini, un amas infini. Qu'est-ce que c'est qu'un cluster infini? C'est, on va déclarer que deux faces adjacentes qui ont même couleur font partie du même cluster si elles sont comme ça, c'est-à-dire si elles ont une arête en commun. Si vous avez F et F' comme ceci, alors F et F' font partie du même cluster. D'accord? En revanche, si vous avez F et F' de la même couleur, disons noir, mais si elles sont séparées par un truc comme ça, par exemple, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Tout le reste sont des faces blanches. Si ça c'est F, ça c'est F', alors là, F ne sera pas dans le même cluster que F'. Parce qu'on va dire que quand elles ont seulement un sommet en commun, on ne peut pas passer de F à F'. Pour pouvoir passer de F à F', je demande vraiment à ce qu'il y ait une arête en commun. D'accord? Donc, si vous préférez, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que je fais juste de la percolation par site sur le graphe dual.
Là, je ne peux pas passer d'ici à là parce que sur le graphe dual, il n'y a pas d'arête. D'accord? C'est clair mon modèle? Je prends ma carte et je colorie toutes les faces indépendamment. P, 1 P, P en noir, 1 P en blanc. Je ne vous ai pas dit comment je colorie la face racine, la face externe. Si je la colorie en noir, je vais avoir des problèmes. Si par exemple je me demande est-ce qu'il y a un cluster noir infini, bah oui, il y a un cluster noir infini, la face racine, parce qu'elle va être adjacente à plein de faces. Donc la face externe, la face de degré infini, ici, je la colorie en blanc. D'accord? Et pour être tout à fait propre, je vais vouloir considérer le cluster de l'origine. Qu'est-ce que ça va être le cluster de l'origine? On a envie de se dire que c'est le cluster qui contient l'arête racine. Mais pour être tout à fait propre, si on veut être formel, on dit on rajoute une demi-face, pardon, une demi-face, une face de degré 2 à droite de l'arête racine que l'on colorie en noir. Juste pour pouvoir démarrer, juste pour dire qu'il y a un noir quelque part. Hop. Voilà, ça c'est le cluster de l'origine. OK? Donc la question qu'on se pose tout le temps, c'est y a-t-il un cluster? Alors désolé pour cluster, on dit amas en français, c'est ça? Mais je trouve que ça fait moins beau. Ouais, on va garder amas alors. Y a-t-il un cluster ou un amas infini? Et question bis, la question qu'on se pose tout le temps, c'est est-ce que le cluster de l'origine, donc le cluster de l'origine, je vais le noter C, cluster de l'origine. Question bis, est-ce que le cluster de l'origine est infini ou pas? Eh bien voilà la réponse. Théorème. J'ai peut-être besoin d'une petite notation. Bon. On a, je tire ma carte, et après, je tire ma percolation. Alors, je vais noter sa loi, je ne sais pas moi, Q. Q perco, paramètre P, sur la carte M. Et ma percolation, je peux l'avoir comme une coloration de mes faces. Donc, je vais appeler ça c'est un truc, je vais l'appeler, je ne sais pas moi, oméga. Et ce oméga, c'est juste un élément de 0,1 à la puissance face de M, qui me dit juste si la face est noire, disons noir c'est 1, blanc c'est 0. Ça c'est juste pour vous dire, je tire ma carte et je fais une percolation. Donc, hop, je tire ma carte, je tire ma percolation et je me demande, question, est-ce que le cluster de l'origine est infini? Si vous voulez, ça, là, j'ai voulu tout développer pour bien vous montrer que je tire d'abord la carte, puis la percolation, et après je pose la question. Mais ça, en gros, c'est juste quelle est la proba que C soit infini. Hein. Si vous voulez, il y a un petit P ici. D'accord? Eh bien, ça, c'est égal à... Bon, je vais dire comme ça, 0. Si P est plus petit qu'un certain PC, et c'est strictement positif si P est plus grand qu'un certain PC, paramètre critique, avec, roulement de tambour, je ne m'en souviens plus, on va voir dans la preuve, avec PC égale un truc très simple. Tellement simple que je ne m'en souviens plus. OK? Donc qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Je suis en train de vous dire que
c'est exactement ce qu'on regarde en percolation. On se demande, est-ce que le cluster de l'origine peut être infini ou pas? Ça, pour ceux qui connaissent, c'est la fonction θ. On l'appelle toujours θ de P en percolation. Eh bien, la fonction θ de P, elle vaut 0 jusqu'au point critique. Et à partir du point critique, elle décolle. Et comme dans la percolation usuelle, par exemple sur Z2, on montre qu'au point critique, on n'a pas percolation. Il n'y a pas de cluster infini. OK. Quelques petites remarques sur ce théorème. Déjà, c'est un résultat qu'on appelle anilde. Pourquoi on dit anilde? Parce que là, je tire ma carte, je tire ma percolation et je pose la question sur le cluster. On pourrait très bien se demander, je tire ma carte, d'accord, j'ai ma carte qui est là, et je calcule le paramètre critique sur la carte, un PC qui pourrait dépendre de M. Et il se pourrait très bien que pour certaines cartes, le paramètre critique vaut 1,5, que pour d'autres cartes, le paramètre critique vaut 1/4, que le PC de M varie. En fait, c'est facile de voir que ce n'est pas le cas, enfin facile, je ne vais pas vous le faire, mais c'est un résultat type ergodicité qui vous dit que, donc un corollaire de ça, mais corollaire pas si facile, corollaire, presque sûrement, donc presque sûrement pour P infini. Donc je tire ma carte suivant P infini. Alors pour presque toutes les cartes, il y a un cluster infini dans M percolé si P est strictement plus grand que PC. Et il n'y a pas de cluster infini dans M si P est plus petit que PC. Le PC qui est là-bas. Donc en gros, là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que le PC qui pourrait dépendre de la carte est constant. Ça pourrait être une variable aléatoire parce que ça pourrait dépendre de la carte M, mais ce n'est pas le cas. Il est constant et vaut PC. D'accord ? Je ne vais pas prouver ce corollaire, je vais me focaliser sur le théorème. OK, eh bien, on va faire la preuve juste après la pause. Devinez comment on va faire ?